Nous avons commencé l'assaut à 6h10 du matin. Et les Allemands déployèrent leurs mitrailleuses partout sur la colline devant, à gauche et à droite. J'étais donc en soutien et je voyais mes camarades se faire abattre jusqu'à ce qu'il ne semble presque plus en rester aucun. Nous avons traversé les obus et les gaz et occupé la colline 223, qui devait être notre point de départ pour l'avancée vers le chemin de fer. À l'heure H, nous avons quitté les tranchées et commencé à avancer. Nous avons dû charger à travers une vallée large de plusieurs centaines de mètres et prendre d'assaut les emplacements de mitrailleuses sur la crête de l'autre côté. Et il y avait aussi des mitrailleuses sur les crêtes sur nos flancs. On se faisait tirer dessus de face et des deux côtés. Eh bien, les premières et deuxièmes vagues ont traversé environ la moitié de la vallée, puis ont été stoppées par les tirs de mitrailleuses venant des trois côtés. C'était horrible, nos pertes étaient très lourdes. Nos gars tombaient comme de l'herbe haute devant la faucheuse à la maison. Sergent Alvin York, 1918. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le développement rapide des armes à feu a causé des taux de pertes élevés dans de nombreuses guerres mondiales. La guerre de sécession américaine, qui a vu tant de progrès dans l'armement, a fait plus de 600 000 morts américains. Mais ce n'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver. À la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 9 millions de soldats auraient perdu la vie. 21 millions seraient grièvement blessés. Pendant 3 longues années sanglantes, la guerre censée mettre fin à toutes les guerres fut en grande partie une affaire européenne. Finalement, les États-Unis aideraient leurs alliés traditionnels, la Grande-Bretagne et la France. Les soldats américains allaient découvrir la puissance dévastatrice de la mitrailleuse, qui avait déjà tué des centaines de milliers de soldats européens. La mitrailleuse a défini l'expérience de la Première Guerre mondiale. Les Américains avaient lancé le mouvement des mitrailleuses avec la mitrailleuse Gatling, utilisée vers la fin de la guerre de sécession. Mais bien que ce fût la première arme à tir continu, ce n'était pas vraiment une arme automatique puisqu'il fallait qu'une personne actionne une manivelle pour charger les cartouches. Cela a changé en 1884 avec l'invention de Hiram Maxim, inventeur britannique d'origine américaine. Maxim utilisait le recul de l'arme pour éjecter la cartouche usée et en insérer une nouvelle. Cela facilitait beaucoup le rechargement de l'arme, par rapport à une mitrailleuse Gatling alimentée manuellement. Cela réduisait également l'accumulation de gaz, permettant de tirer plus de balles sans surchauffer le canon. La mitrailleuse Maxim de 1884 pouvait tirer environ 600 coups par minute. C'était 20 fois plus que même le Short Magazine Lee Enfield, Mark III, et bien plus que les fusils à rechargement plus lents. Cependant, cette puissance impliquait un coût en poids et portabilité. Il fallait une équipe d'hommes pour déplacer le canon et son affût. Bien qu'un seul homme puisse tirer avec, généralement une équipe de 5 personnes s'occupait du canon,
l'un tirant pendant que les autres aidaient à identifier les cibles et à préparer les munitions, et d'apporter de l'eau pour refroidir le canon. Maxim s'est associé à Albert Vickers pour créer la Maxim Gun Company, finalement intégrée à la société Vickers. La mitrailleuse Maxim fut d'abord utilisée par les Britanniques lors des guerres coloniales en Rhodésie, Afrique du Sud et Nigeria. Les armées ont d'abord tardé à adopter les mitrailleuses à cause de leur tendance à s'enrayer. Les forces américaines ont utilisé la mitrailleuse Gatling jusqu'à son abandon en 1911, mais peu à peu, les armées européennes et la marine américaine ont intégré la mitrailleuse dans leurs forces. Nombre de ces armes étaient vraiment des variantes du modèle Maxim de 1884. Par exemple, la Maschinengewehr 08 de l'armée allemande ou Maschinengewehr 08 était une adaptation de la mitrailleuse Maxim. La Maschinengewehr 08 et sa version plus légère, la Maschinengewehr 08-15, étaient les mitrailleuses standards allemandes durant la Première Guerre mondiale. La Maschinengewehr 08-15 avait une portée efficace de 2200 yards, bien qu'elle puisse atteindre presque 4000 yards à l'extrême. L'arme avait une enveloppe d'1 gallon autour du canon contenant l'eau pour le refroidissement. La Maschinengewehr 08-15 offrait une puissance de feu dévastatrice malgré une précision limitée, bien qu'elle puisse tirer jusqu'à 400 coups par minute. En général, les mitrailleurs tiraient par courte rafale. Une mitrailleuse de 40 livres montée sur un trépied de 85 livres, la Maschinengewehr 08-15 était servie par un équipage de 4 hommes, mais 4 hommes. Les Britanniques utilisaient la mitrailleuse Vickers, une version de la Maxim fabriquée par Vickers, qui avait racheté Maxim. La mitrailleuse Vickers est devenue l'arme automatique principale des Britanniques durant la Première Guerre mondiale, malgré l'usage de quelques Maxim anciennes. Les améliorations de la Maxim l'ont rendue plus légère et portable. L'arme elle-même pesait moins de 30 livres, le trépied en ajoutait une vingtaine. L'ajout d'eau à la chemise de refroidissement ajoutait 10 livres. Au total, c'était encore bien plus léger que les Maxim. La Vickers tirait la même cartouche de calibre 0,303 que le short magazine Lee Enfield Mark III, à partir d'une bande de toile de 250 coups. Avec une cadence de tir maximale de 500 coups par minute, une seule bande de munitions pouvait être consommée en 30 secondes. Au début de la guerre, l'armée britannique ne comprenait pas encore pleinement comment la mitrailleuse allait changer les tactiques de combat. Chaque bataillon d'infanterie recevait seulement 2 mitrailleuses Maxim, ou Vickers s'ils avaient de la chance. Les mitrailleuses ne pouvaient pas être produites assez rapidement pour équiper toutes les unités qui en avaient besoin. L'expérience de la guerre a démontré à tous les combattants l'importance d'avoir des mitrailleuses servies par des spécialistes, des soldats formés à charger, tirer, refroidir et entretenir les mitrailleuses. Une seule mitrailleuse placée dans un endroit bien protégé pouvait décimer une unité d'infanterie. Et plusieurs nids de mitrailleuses avec des champs de tir croisés pouvaient en créer une ligne défensive, presque impénétrable. Les Allemands utilisaient les mitrailleuses pour un feu défensif meurtrier soutenant leur ligne Hindenburg, vaste réseau de défense dans dans le nord-est de la France. Les Allemands ont aussi construit leur célèbre casemate de mitrailleuses, comme les nommaient les Britanniques. La casemate allemande était un petit fortin, et apportait un niveau supplémentaire de solidité aux lignes de tranchées. Les épais murs en béton armé étaient là presque impossibles à fissurer, sauf sous un barrage d'artillerie. Les forces britanniques construisaient rarement des casemates pour mitrailleuses, mais elles, comme les Allemands, aménagèrent toutes deux de petits postes ou nids de mitrailleuses. Les Britanniques finiraient par retirer les mitrailleuses lourdes comme la Vickers des bataillons d'infanterie et les confier à un corps de mitrailleuses nouvellement créé. Ces spécialistes ont développé des tactiques pour la mitrailleuse, comme les utiliser comme une artillerie miniature en tirant indirectement sur des cibles invisibles.
Ils ont également identifié comment tirer en toute sécurité au-dessus des têtes des troupes alliées pour dégager un passage à leur infanterie en progression. Cette utilisation du tir de barrage à la mitrailleuse est devenue une tactique courante vers la fin de la guerre, lorsque les Français et les Allemands l'ont adoptée des Britanniques et l'ont utilisée eux-mêmes. Mais bien que les Britanniques aient transféré leurs mitrailleuses lourdes dans les mains du nouveau corps des mitrailleuses, ils n'ont pas laissé l'infanterie sans armes automatiques propres. La toute nouvelle mitrailleuse Lewis a en réalité été développée par un colonel de l'armée américaine au nom ambitieux d'Isaac Newton Lewis. Lewis n'ayant pas convaincu le chef de l'artillerie américaine avec son arme, il quitta l'armée et les États-Unis et collabora finalement avec la Birmingham Small Arms Company Limited britannique pour fabriquer sa mitrailleuse légère. La mitrailleuse Lewis pesait 28 livres, soit la moitié du poids de la Vickers avec trépied. Son poids léger permettait à un seul soldat de la transporter et l'utiliser sans équipe. La mitrailleuse utilisait un chargeur tambour de 47 cartouches. La mitrailleuse Lewis se fabriquait bien plus vite que la Vickers, apportant à l'armée britannique la puissance de feu nécessaire sur le front de l'Ouest. Pendant ce temps, leurs alliés, les Français, utilisaient une mitrailleuse refroidie par air, la Hotchkiss M1914. La Hotchkiss utilisait l'emprunt de gaz, contrairement aux mitrailleuses Maxim à recul. Elle était robuste, fiable et pouvait être produite rapidement en plus grand nombre. C'était crucial, tant pour les Français que pour les Américains, car lorsque ces derniers sont entrés en guerre, ils n'avaient pas assez de mitrailleuses à eux. La Hotchkiss a été largement utilisée par les forces expéditionnaires américaines en France. Les soldats américains utilisaient aussi la mitrailleuse légère française Chauchat. La Chauchat légère était l'arme automatique la plus largement fabriquée de la Première Guerre mondiale. Conçue pour être utilisée sans trépied par un seul tireur et un assistant, la Chauchat pouvait tirer jusqu'à 240 coups par minute, bien que son chargeur ne contienne que 20 cartouches. Elle n'était pas destinée à être utilisée principalement comme une arme défensive, comme les mitrailleuses plus lourdes, mais à fournir une puissance de feu offensive accrue à l'armée. Les forces américaines devaient donc principalement utiliser des mitrailleuses fournies par leurs alliés, principalement la Hotchkiss et la Chauchat. Mais vers la fin de la guerre, un petit nombre de mitrailleuses lourdes conçues par le légendaire génie des armes à feu John Moses Browning sont arrivées au front. Browning était l'un des armuriers les plus respectés du XXe siècle, voire de tous les temps, et il a conçu un certain nombre d'armes fiables et efficaces utilisées par les États-Unis pendant la guerre. La mitrailleuse Browning M1917 n'a été distribuée qu'aux dernières unités envoyées en Europe, mais elle allait prouver sa valeur lors des Premières et Secondes Guerres mondiales, et continuait à être utilisée en Corée et au Vietnam. La M1917 était une mitrailleuse lourde tirant 450 cartouches de calibre 0,30-0,6 par minute. Pour les unités concernées, elle a remplacé la Hotchkiss. Browning a également fabriqué une mitrailleuse légère pour remplacer la Chauchat, que beaucoup trouvaient un peu fiable. Comme la lourde M1917, la M1918, Browning Automatic Rifle fut peu utilisée durant la Première Guerre mondiale, mais devint ensuite l'épine dorsale des forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Pesant 16 livres, la Browning Automatic Rifle fournissait une puissance de feu automatique à l'escouade. Bien qu'ils ne disposaient pas des mitrailleuses qui allaient dominer une grande partie de la guerre, les soldats américains étaient armés d'excellents fusils. En 1903, l'armée américaine modernisa son fusil, tirant les leçons des Mauser M93 utilisés contre elle lors de la guerre hispano-américaine. Ce fusil à verrou était chambré pour une cartouche de calibre 30 tirée à partir d'un chargeur de 5 cartouches. Il allait devenir le fusil à verrou standard des États-Unis pour la Première Guerre mondiale.
Le fusil mesurait un peu moins de 45 pouces de long et pesait 8 livres 11 onces. Une baïonnette modèle 1905 pouvait être fixée au fusil, ajoutant 16 pouces d'acier tranchant et augmentant le poids d'une livre. La baïonnette avait également une poignée de 10 cm et pouvait être utilisée comme couteau. Le Springfield 1903 est largement basé sur le fusil Mauser. En fait, il est tellement similaire au système Mauser que Mauser a intenté un procès contre le gouvernement américain et a fini par recevoir des royalties pour la fabrication de ce fusil. Il y a quelques différences. Le 1903 a un percuteur différent de celui du fusil Mauser. Il a remplacé le fusil Krag-Jorgensen en raison des leçons tirées pendant la guerre hispano-américaine. Les soldats américains se sentaient surpassés par les Mauser utilisés par les troupes espagnoles car elles tiraient bien plus vite. Le Mauser espagnol avait un chargeur interne, tout comme ce Springfield ici, un chargeur interne de 5 cartouches. Il suffit d'appuyer sur ce poussoir ici. Il y a une partie fraisée dans la culasse où vous pouvez placer un clip chargeur ou un clip de rechargement comme on l'appelle, et cela peut être chargé et tiré extrêmement rapidement. C'est une arme magnifique, merveilleusement fabriquée, très précise, et elle a été produite et utilisée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En fait, beaucoup de ces Springfield se sont retrouvés utilisés comme fusils de sniper jusqu'au premier stade du Vietnam. Le Springfield 03 tire une cartouche de calibre 30, quelque chose que vous connaissez, la cartouche 36, qui fait en fait référence à une balle de calibre 0,30 développée en 1906. Le Springfield 03 comparé au Mauser fonctionne pratiquement de la même manière. La munition du Springfield 03 a été mise à jour lorsqu'ils ont adopté une balle arrondie à culot en forme de bateau, basée sur ce que les Allemands avaient développé pour leur cartouche de 7,92 par 57 mm. Il diffère du fusil Mauser utilisé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, le G98, car il est plus court avec un canon de 24 pouces. C'est parce qu'au moment où il a été développé en 1903, il était destiné à remplacer à la fois l'arme d'infanterie et l'arme de cavalerie, car il y avait une tendance à adopter une carabine plus courte pour l'infanterie comme pour la cavalerie. Un soldat ayant tiré le meilleur parti de cette arme fut qualifié plus tard par le général Black Jack Pershing de plus grand héros individuel des forces américaines. Le lieutenant Sam Woodfield était un tireur d'élite qui chassait depuis l'âge de 10 ans. Il a mis son talent extraordinaire à profit pour éliminer les nids de mitrailleuses. Woodfield et son régiment ont participé à l'offensive de l'Argonne contre la ligne Hindenburg. La ligne Hindenburg comprenait des tranchées, des bunkers en béton, de larges ceintures de barbelés, des tunnels pour le déplacement des troupes et des emplacements de mitrailleuses mortelles. Le haut commandement allemand pensait qu'elle était invincible. Woodfield a décrit l'offensive comme 46 jours de pluie, de boue, de mort et d'enfer général comme aucune armée américaine n'en avait jamais connu. Dans le brouillard matinal du 12 octobre 1918, Woodfield a mené sa compagnie en longue file vers le village de Cunel. Alors qu'ils traversaient un champ, le brouillard s'est levé et 3 nids de mitrailleuses ont ouvert le feu. Tandis que ces hommes se mettèrent à l'abri, Woodfield a pris son fusil et a commencé à traquer les mitrailleurs. Il s'est d'abord concentré sur la tour de l'église. Il ne pouvait pas voir le mitrailleur, mais il a visé derrière l'éclair de la mitrailleuse. Il a tiré et la mitrailleuse s'est tue. Sa prochaine cible était l'écurie abandonnée.
Encore une fois, le mitrailleur était caché. Mais encore une fois, Woodfield a tiré là où le mitrailleur devait se trouver et la mitrailleuse s'est tue. Pour atteindre le nid dans la forêt, il a dû se faufiler sur le côté, se mettant à couvert dans des trous créés par les bombardements. Un trou dissimulait une poche de gaz moutarde qu'il a inhalé avant de s'en rendre compte. Il a évité une dose mortelle, mais maintenant, ses yeux le brûlaient et sa vision était floue. Pourtant, il continua d'avancer, rampant silencieusement jusqu'à être caché, mais dans une position où il pouvait observer le visage du tireur dans le 3e nid. Woodfield tira et l'homme tomba. Un autre prit sa place et il tira de nouveau. 2 autres prirent la mitrailleuse, chacun tué d'une seule balle par Woodfield. Finalement, les 2 Allemands restants prirent la fuite. Ces hommes regardèrent avec admiration. Woodfield leur fit signe d'avancer. Il retourna ensuite à la chasse. Chaque nid qu'il neutralisait augmentait les chances de survie de ces hommes ce jour-là. Il trouva 2 autres nantes de mitrailleuses au-delà de Cunel et il élimina les 5 membres de chaque équipe avec 5 tirs bien placés. Il dut plonger dans une tranchée lorsqu'un autre nid tira sur lui, se retrouvant face à 2 soldats allemands. Woodfield tua le premier avec son pistolet, mais son arme s'enraya en visant le second. Woodfield avait neutralisé 5 nids de mitrailleuses et les 2 Allemands dans la tranchée sans subir la moindre blessure. Mais l'exposition au gaz moutarde l'a retiré du combat. Il a rejoint les forces américaines avant d'être rapidement transféré à l'hôpital. Quand il s'est rétabli, la guerre était finie. En février 1919, le général Pershing, chef des forces américaines en Europe, a remis la médaille d'honneur au lieutenant Woodfield. Face à Woodfield se trouvèrent des Allemands qui, lorsqu'ils n'étaient pas aux mitrailleuses, portaient des Mauser à verrou appelés Gewehr Modell 1898 ou G98, le fusil de service standard de l'armée allemande. Le G98 a été conçu par Peter Paul Mauser, dont les travaux antérieurs avaient tellement impressionné les Américains qu'ils les avaient en copié pour leur modèle 1903. Le fusil G410, l'une des armes militaires et sportives les plus populaires, a été produit à plus de 5 millions d'exemplaires. Ce fusil bien construit était robuste, puissant et précis. Le G98 avait un chargeur interne de 5 cartouches et une culasse à alimentation contrôlée innovante. La seule critique du M98 concernait sa cadence de tir réduite à cause de la culasse et du chargeur plus petit. Personne ne faisait cette remarque à propos de l'arme standard britannique, le Lee Enfield à chargeur court numéro 1 Mark III. Le short magazine Lee Enfield pouvait tirer 30 à 40 coups par minute entre les mains d'un soldat entraîné. Le short magazine Lee Enfield Mark III était le plus récent d'une série extrêmement réussie de fusils Lee Enfield. Le S dans short magazine Lee Enfield signifie court, indiquant le canon plus court de 25 pouces, ce qui en faisait une arme beaucoup plus légère. Il tirait la cartouche britannique de calibre 303. Le fusil standard français était plus long, plus lourd et plus lent à recharger que le short magazine Lee Enfield, mais il avait une longue histoire de service. Le Lebel modèle 1886 de l'armée française était à la pointe de la technologie il y a 30 ans. Conçu pour tirer parti de la toute nouvelle invention de la poudre sans fumée, le Lebel s'était révélé supérieur à des armes respectées comme le Mauser 1800. 71, mais à l'époque de la Première Guerre mondiale, il était devenu obsolète. Le Lebel 1886 était un fusil à verrou tirant une cartouche de 8 mm à partir d'un chargeur de 8 coups. À l'opposé du short magazine Lee Enfield Mark III, le Lebel était un fusil long et lourd et relativement lent à recharger. Le rechargement était lent à cause d'un défaut de conception. Le magasin tubulaire du Lebel plaçait chaque cartouche en ligne, bout à bout. Si la pointe d'une balle frappait l'amorce de la cartouche suivante, elle pouvait exploser à l'intérieur de la chambre.
Reconnaissant les limites du modèle Lebel 1886, les Français ont introduit le fusil Berthier en 1907. Le Berthier était un fusil à clip comme les Enfield, offrant un système de chargement et de tir plus moderne. Mais le modèle 1907 n'avait qu'un clip de 3 cartouches, ce qui réduisait considérablement la cadence de tir globale. L'armée française a lancé en 1916 un nouveau modèle doté d'un clip de 5 cartouches. C'était une nette amélioration, même si certains commandants préféraient mettre le Lebel 8 coups. 1886 restait le fusil standard de l'armée française durant la guerre. En même temps, l'Amérique avait besoin de plus de fusils. Les Springfield 1903 étaient d'un nombre d'excellents fusils, mais il n'y en avait pas assez pour équiper une armée devenue immense après le Selective Service Act de 1917. Avant l'entrée de l'Amérique dans la Grande Guerre, Winchester Repeating Arms Company et Remington Arms Company avaient signé un contrat avec la Grande-Bretagne pour fabriquer des fusils P14 calibre .303. Après l'entrée des États-Unis dans la guerre, l'armée avait besoin de fusils pour ses propres soldats. Au lieu de transformer les usines Remington et Winchester pour produire les Springfield M 1903, ce qui aurait pris plus de temps, ils ont choisi d'adapter la conception du fusil britannique. Le M 1917 Enfield fut créé basé sur le modèle britannique mais utilisant des cartouches américaines 0,306. Aussi appelé l'Enfield américain, ce fusil était de quelques centimètres plus long et environ une demi-livre plus lourd que le Springfield M 1903. Une baïonnette modèle 1917 ajoutait environ 16 pouces et un peu plus d'une livre. L'armée américaine a rapidement découvert que, lors des combats dans les tranchées, un soldat avait besoin d'une arme capable de fournir beaucoup de puissance à courte portée. L'arme idéale était le fusil à pompe. Winchester modèle 1897. Le M 1897 était une version modifiée du M 1893, le premier fusil à pompe fonctionnel. Une autre création du légendaire armurier John Browning, cette arme était si efficace que les Allemands ont protesté en affirmant qu'elle violait les lois de la guerre. Contrairement aux fusils à pompe modernes, le M 1897 pouvait tirer en rafale, car il n'avait pas de déconnexion de détente. Cela signifie que lorsque le soldat maintenait la détente enfoncée, il pouvait tirer à répétition et rapidement en actionnant la pompe. Il a gagné le surnom de balayeuse de tranchées. La balayeuse de tranchée pouvait aussi utiliser la baïonnette M 1917 comme l'Enfield américain, la rendant encore plus redoutable au corps à corps. Le fusil à pompe modèle 1897 est une amélioration du modèle 1893 conçu par John Browning. Ceci est un fusil à pompe. Celui-ci est un calibre 12. Les fusils de chasse ont d'abord été adoptés pour être utilisés contre les Maros lorsque nous combattions les Maros aux Philippines pendant l'insurrection philippine à l'époque de la guerre hispano-américaine. Nous avions hérité des Philippines, une ancienne colonie espagnole où les Maros formaient un groupe. C'était des musulmans. C'était des gens qui se mettaient dans une ferveur extrême. Souvent, ils attachaient très fermement leurs membres et leurs extrémités afin que, lorsqu'ils étaient touchés par des tirs, ils ne saignent pas rapidement et puissent infliger le plus de dégâts possible. Ces gens estimaient devoir tuer les infidèles et les occupants de leur pays. Mais le modèle 1897 ici est, comme je l'ai mentionné, un fusil à pompe. Il fonctionne très simplement en utilisant cette poignée en bois sous le canon pour armer un coup supplémentaire. Dans la chambre, et en fait, vous pouvez tirer en pompant ou entre chaque tir. Vous actionnez le mécanisme. Vous pouvez tirer avec ces armes aussi rapidement que possible.
Mais le 1897, celui-ci en particulier, a été fabriqué pour la Première Guerre mondiale et il peut monter une baïonnette ici. Il possède un tenon pour accepter la baïonnette standard M17 et donc un fusil de chasse avec une baïonnette montée est extrêmement redoutable dans les limites d'une tranchée. Les Allemands ont même déposé une plainte officielle sur l'usage du fusil de chasse par les Américains en première ligne. Rien ne nettoie une tranchée aussi bien qu'un fusil de chasse modèle 1897 chargé de chevrotine 00. Extrêmement efficace. L'armée américaine avait aussi besoin d'une arme de poing puissante et fiable, et elle avait la chance de porter l'un des pistolets les plus réputés de l'histoire. En 1907, l'armée américaine avait organisé une série d'essais contrôlés pour trouver un pistolet semi-automatique afin de remplacer les différents revolvers alors en service. Ils ont choisi le Colt modèle 1911 de calibre 0.45 doté d'un chargeur amovible de 7 cartouches. Le M1911 a été conçu par John Browning et est considéré comme l'une de ses meilleures œuvres. Introduit en 1911, il serait l'arme de poing réglementaire pendant plus de 80 ans. L'un des soldats américains les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, le sergent Alvan York, a utilisé un fusil Enfield M 1917 et un pistolet Colt M 1900 en 11 lors des actions qui lui ont valu la médaille d'honneur. Mais cela ne signifie pas que York aimait son Enfield. Il a écrit en mai 1918. Donc nous sommes arrivés en France, au Havre. Nous avons échangé nos fusils contre des Britanniques. À ce moment, je m'étais attaché à mon fusil. Je l'avais démonté et nettoyé suffisamment pour connaître chaque pièce et je pouvais presque le remonter les yeux fermés. Je n'aimais pas tellement les fusils britanniques. Je ne pense pas qu'ils étaient aussi précis que nos fusils américains. Le fusil britannique auquel il faisait référence était le M1009 117 américain, basé sur l'Enfield P14 britannique. Quoi qu'il ait pensé en recevant son Enfield, York allait prouver sa précision le 8 octobre 1918 pendant l'offensive d'Argonne, alors qu'il était encore caporal. Cook a tenu un journal pendant toute la guerre et a décrit les événements de ce jour-là. C'était notre première offensive dans l'Argonne. Nous avons commencé l'assaut à 6h10 du matin. Et les Allemands déployaient leurs mitrailleuses partout sur la colline, devant, à gauche et à droite. J'étais donc en soutien et je voyais mes camarades se faire abattre jusqu'à ce qu'il ne semble presque plus en rester aucun. Nous avons traversé les obus et les gaz et nous avons occupé la colline 223 qui devait être notre point de départ pour l'avancée vers le chemin de fer. Quand l'heure H est arrivée, nous sommes sortis des tranchées et avons commencé notre avancée. Nous avons dû traverser une vallée large de plusieurs centaines de mètres et prendre d'assaut les emplacements de mitrailleuses sur la crête de l'autre côté. Il y avait aussi des mitrailleuses sur les crêtes à nos flancs. On se faisait tirer dessus de face et sur les deux côtés. La première et la deuxième vague ont traversé environ la moitié de la vallée. Elles ont alors été arrêtées par des tirs de mitrailleuses de 3 côtés. C'était horrible, nos pertes ont été très lourdes. Nos gars tombaient comme de l'herbe haute devant la faucheuse à la maison. Et pour aggraver les choses, il était arrivé quelque chose à notre artillerie et nous n'avions pas de barrage. Nous avons donc choisi de les surprendre en attaquant par l'arrière. York et 16 autres membres de son bataillon avançaient quand derrière les lignes allemandes pour tenter de neutraliser les mitrailleuses de défense. Ils ont réussi à submerger une unité allemande, capturant un grand groupe de soldats allemands. Alors qu'ils s'occupaient non pas des prisonniers, ils ont été mitraillés par des tirs de mitrailleuses venant d'une crête située plus loin. 9 hommes sont tombés, 6 morts. Le caporal York était le seul gradé restant. York laissa ses hommes garder les prisonniers et s'avança seul vers le nid de mitrailleuses de Allemands. Ces mitrailleuses crachèrent le feu et coupaient toute la broussaille autour de moi. C'était terrible.
et les Allemands criaient des ordres. Tu n'as jamais entendu un tel vacarme de toute ta vie. Je n'ai pas eu le temps de me cacher derrière un arbre ou de plonger dans les broussailles. Dès que les mitrailleuses ont ouvert le feu sur moi, j'ai commencé à échanger des tirs avec eux. Chaque fois que je voyais l'Allemand, je l'abattais tout de suite. Au début, je tirais en position couchée, exactement comme on tire souvent sur les cibles lors des concours de tir dans les montagnes du Tennessee. La distance était similaire, mais les cibles ici étaient plus grandes. Au milieu du combat, un officier allemand et 5 hommes ont sauté hors d'une tranchée et m'ont chargé avec leurs baïonnettes fixées. Ils avaient environ 25 mètres à parcourir et ils arrivaient vraiment rapidement. Je n'avais plus qu'un demi-chargeur dans mon fusil, mais j'avais mon pistolet prêt. J'ai abattu le 6e homme en premier, puis le 5e, ensuite le 4e, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on chasse les dindes sauvages chez moi, vous voyez. On ne veut pas que celle de devant sache qu'on abat celle de derrière. Comme ça, elle continue d'avancer jusqu'à ce qu'on les ait toutes. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Je suppose que je l'ai fait naturellement. Je savais aussi que si celles de devant hésitaient ou si je les arrêtais, les vrais auraient tout lâché et m'auraient envoyé une rafale. Ensuite, je suis revenu à mon fusil et j'ai continué à m'occuper de ces mitrailleuses. Je leur ai crié de descendre et de se rendre. Je ne voulais plus tuer, mais j'y étais obligé. J'en abattais encore et je criais à nouveau. Devant ces pertes grandissantes, le lieutenant allemand commandant l'unité a proposé leur reddition à York en anglais. York a accepté. Comme le dit un mémorial dans le village français de Châtel, Charlie, armé d'un fusil et d'un pistolet, il a neutralisé un bataillon allemand de 35 mitrailleuses. Becourt a tué 25 ennemis et capturé 132 soldats. Initialement se fabriqué uniquement par Colt, le M1911 a vu sa production s'étendre à Springfield, Remington et d'autres usines lors de la Première Guerre mondiale. Même cela ne suffisait pas à répondre à la demande. Pour y remédier, les États-Unis ont engagé Colt et Smith & Wesson pour fabriquer des revolvers à 6 coups de calibre 0,45. Les deux entreprises ont produit des revolvers similaires du modèle 1917. La Grande Guerre s'est achevée avec l'armistice du 11 novembre 1918. Avec des dizaines de millions de morts ou de blessés, il semblait à beaucoup que cela devait vraiment être la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Mais les germes de la Seconde Guerre mondiale ont été semés dans les traités de la Première Guerre mondiale. Une seule génération plus tard, la guerre allait de nouveau envelopper le monde. Les Américains allaient combattre en Europe et dans le Pacifique, cherchant à trouver la paix au bout du fusil américain et à travers l'évolution de l'arme à feu.
Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la production de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.